On a commencé par faire un petit rappel historique de la politique d'aménagement du territoire. On va maintenant faire un petit tour de ces territoires, justement. Qui sont les gagnants et les perdants? Pourquoi est-ce qu'on est gagnant ou perdant de la mondialisation? Tous les territoires sont illégaux devant la mondialisation. J'appelle pour en débattre Eugénie Ténézakis et Hervé Lebras, s'il vous plaît. Alors Eugénie Ténézakis, vous allez nous dire, vous êtes chargée d'études à la Fabrique de l'Industrie, comme tout à l'heure, en quelques mots, vous allez peut-être nous expliquer ce qu'est votre think tank. Et Hervé Lebras, vous êtes démographe, membre de la Fondation Jean Jaurès. Là aussi, si vous pouvez nous dire en quelques mots, nous décrire ce comité de réflexion. Vous commencez, Eugénie? Bonjour. Bonjour à tous. Alors, la Fabrique de l'Industrie est un laboratoire d'idées qui a été créé en 2011. Après le constat que l'industrie, l'emploi dans le secteur industriel s'étiole en France dans l'indifférence générale. Et donc le think tank a pour but de nourrir la réflexion sur la renaissance industrielle et plus généralement le rôle de l'industrie en France. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la Fondation Jean Jaurès, Hervé Lebras? Oui, c'est une fondation social-démocrate, un peu sur le modèle de la Friedrich Ebert Fondation du SPD en Allemagne. La Fondation Jean Jaurès a été fondée par Pierre Mauroy, un nom qui dit peut-être quelque chose ici, et elle organise de nombreuses réunions. Elle a aussi des groupes qui s'occupent de sujets spécifiques et elle publie beaucoup de petits ouvrages très en rapport avec l'actualité. Pour en donner un exemple, je vais prendre ceux que j'ai publiés. donc j'ai publié par exemple avec Elisabeth Badinter un ouvrage sur les statistiques ethniques, pour ou contre, avec Jérôme Fourquet de l'IFOP, un ouvrage qui s'appelle La religion dévoilée, sur l'état des religions en France. Et puis on a publié aussi avec Fourquet des ouvrages sur la primaire de droite et puis sur les résultats des dernières présidentielles. Alors, pardon si je réponds dès le début à la question, mais il me semble que ça n'est pas un scoop. Tous les territoires ne sont pas égaux devant la mondialisation. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est du bon ou du mauvais côté de la barrière? On a parlé il y a un instant d'une première très grosse différence qui est entre les métropoles. Alors, périphérie, c'est un mauvais mot, disons, c'est simplement qu'est-ce qui n'est pas métropole, donc appelons ça territoire aussi. Mais ce qui est intéressant est que tous les territoires hors métropole, et on l'a aussi évoqué, ne sont pas du tout au même niveau. Vous avez des différences énormes. Vous avez une France qui est en gros coupée en deux, avec des territoires où le chômage des jeunes est relativement faible, la proportion de jeunes sans diplôme est assez faible, les familles monoparentales sont assez peu nombreuses, la pauvreté est moins forte qu'ailleurs, et puis des territoires à l'inverse, ça va du simple au triple. Si vous êtes dans la région, vous êtes en Vendée ou à côté de la Vendée, dans la région de Cholet, vous avez des taux de chômage des jeunes qui sont de l'ordre de 6 à 7%. Si vous êtes au nord de Montpellier, ils sont de 18%. Donc je pourrais revenir plus tard, mais il y a une géographie très précise qui fait qu'on ne peut pas parler en général de périphérie ou de territoire, mais il faut spécifier. Il y a des territoires qui se portent très bien du point de vue de la mondialisation et d'autres qui posent de très gros problèmes. Alors pour donc relancer ma question, qu'est-ce qui fait qu'on est du bon ou du mauvais côté de la barrière? Peut-être, Eugénie, vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une stratégie pour s'insérer de manière optimale dans la mondialisation? Alors, j'aimerais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Lebras. Donc, c'est vrai que la mondialisation, mais pas seulement, aussi les gains de productivité et le processus de métropolisation, a redessiné les trajectoires de production entre les territoires et a creusé les inégalités, mais de production entre les territoires. Parce que ça, c'est une chose qui est rarement soulignée, mais les revenus bruts disponibles entre les territoires ont en réalité diminué depuis 30 ans. Et je pense, donc pourquoi ils ont diminué? À cause des redistributions sociales qui ont réduit les inégalités entre les ménages riches et les ménages pauvres, la mobilité des individus, dont on a parlé tout à l'heure, donc les riches retraités qui ont passé toute leur vie dans le bassin parisien, qui vont s'installer dans le sud de la France, les salariés nafteurs, etc. Et tous ces éléments ont contribué à alimenter une économie résidentielle
qui a permis à certains territoires de s'en sortir malgré la forte concurrence de pays où la main-d'œuvre coûte pas cher. Peut-être l'économie résidentielle, pardon, pour les gens qui sont là, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc l'économie résidentielle, c'est une économie qui produit principalement des services abrités, donc des services qui répondent à une demande locale et qui se nourrit en fait de revenus qui viennent de l'extérieur, donc des revenus par exemple de retraités riches qui vivent dans la région parisienne et qui viennent passer leur vie dans le sud de la France. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a une diversité de profils en France. Donc on n'a pas seulement les perdants ou les gagnants de la mondialisation, on a une France qui est coupée en deux entre les métropoles qui sont plutôt productives, enfin qui sont très productives au niveau mondial à cause plutôt de services à haute valeur ajoutée. On a des petits territoires très industriels qui profitent aussi de la mondialisation. On a les territoires dont l'appareil productif s'est dégradé et qui malheureusement n'ont pas d'atout résidentiel assez attractif pour s'en sortir. Et puis on a ces territoires résidentiels plutôt sur le littoral et à la montagne qui malgré le peu de compétitivité productive, arrivent à s'en sortir. Oui, enfin, j'aurais pas exactement la même division du territoire. J'aurais une division beaucoup plus géographique. Ce que vous citez, des territoires qui s'en sortent bien, mal, on en trouve effectivement localement. Mais il y a vraiment, du point de vue des populations, du point de vue, par exemple, notamment du capital humain, c'est-à-dire la formation, il y a des différences essentielles entre une France, on peut la décrire ainsi, c'est une France qui comprend un grand ouest, une grande partie du centre, le sud-ouest, et une France qui est un petit peu l'Alsace, et puis une France qui est tout le reste, c'est-à-dire, alors pas le nord, c'est plutôt à partir de la Picardie, et puis toute la zone, disons, du Grand Est, de la Champagne, qui descend, qui passe par la Bourgogne, le Berry, et puis enfin la partie qui est la partie des bords de la Méditerranée. Et sur un grand nombre de facteurs, on voit que c'est pas simplement la production, mais les populations sont différentes, elles se comportent différemment. J'ai signalé des questions d'éducation, mais par exemple, si vous faites la géographie des associations en France, la proportion d'associations par habitant, vous retrouvez cette coupure. Vous avez une France où on s'associe facilement, et puis une France où, au contraire, on est beaucoup plus sur ses gardes. Alors ça a une très longue histoire. Vous avez une France où il y a, au fond, une conscience du lieu, et vous avez une France où on a perdu, pour différentes raisons, cette conscience du lieu. C'est ce découpage que je vous ai indiqué. Il se trouve que ce découpage est très proche du découpage politique qu'on a connu il y a une année, c'est-à-dire la partie qui est associative, qui se porte relativement, mais même souvent bien, c'est la partie qui a beaucoup plus voté Macron que Le Pen. Et l'autre partie, c'est l'inverse. Les cartes sont, au premier tour, presque l'inverse l'une de l'autre. Donc, il y a quelque chose au-delà des mouvements de population, de la production, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un attachement au lieu, d'un esprit des lieux qui est fabriqué par une très longue histoire et qu'il est très difficile de modifier. Tout à l'heure, on a entendu Philippe Vasseur dire que cette région-ci, c'était 10% du PIB il y a quelques décennies, c'est aujourd'hui 5% en termes de production industrielle. Donc quand on parle de la France perdante, c'est vrai qu'on pense au déclin industriel. Eugénie, du coup, ce qu'on entend, c'est qu'il faut développer des services à haute valeur ajoutée. C'est ça la clé, selon vous ? Alors c'est vrai qu'il y a une redistribution un peu des rôles qui s'est fait avec la mondialisation. Donc les pays en développement produisent les biens manufacturiers et on s'occuperait de la partie conception, design, recherche et développement. Mais je pense que la vision selon laquelle on devrait se plonger dans les services et ne produire plus que des services et abandonner complètement l'industrie est un peu, n'est pas une idée gagnante, disons. Parce que donc déjà une forte part, donc c'est ce dont Xavier Bertrand parlait tout à l'heure, ça rejoint un peu ces deux préoccupations,
c'est que d'une part, les services à valeur ajoutée ont une base industrielle qui est très forte. Donc souvent, Donc là, on parle de banque, oui, finance, donc on parle informatique, design, banque, finance, recherche, tous ces services-là qui souvent, d'ailleurs, sont situés en métropole. Donc d'une part, ils ont une base industrielle qui est forte. Ils sont souvent associés au processus de production, ce qui fait que si on abandonne complètement la production manufacturière, on risque de ne pas avoir des services, des services qui sont aussi dynamiques. Ensuite, c'est des services qui sont souvent situés en métropole. Donc, si on décide de se spécialiser dans une production où toutes les compétences sont concentrées sur certaines parties du territoire, ça va être catastrophique pour certains territoires. Donc, même si ces services sont en forte augmentation, ils sont dominants que dans 58 zones d'emploi sur environ 300 en France. Donc on voit que ce n'est pas forcément la solution. Et enfin, quelle croissance? Parce que même s'ils créent de la croissance, ils sont moins générateurs d'emplois que l'industrie. Donc si je prends l'exemple de WhatsApp a 900 millions d'utilisateurs et arrive à faire fonctionner ce réseau avec 50 employés. Alors rien que l'usine GMS de la souterraine dans la Creuse employait plus de 270 personnes. Donc en fait, il y a véritablement un enjeu de cohésion territoriale à garder une base productive sur le territoire. Et je pense que ce dont parlait Monsieur Lebras, cette France non associative, non éduqués, etc. Je pense que ça a vraiment à voir avec un certain décrochage industriel. Oui, vous avez raison, mais peut-être aussi que ça regroupe des pays, pas tous, justement, pas le Nord, mais des pays d'ancienne industrialisation. Mais il y a aussi des aspects d'aménagement du territoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de l'industrie, mais l'industrie, ça suppose qu'il y ait au fond une synergie entre la métropole ou une ville assez importante et puis ce qui est autour. Et c'est aussi un des facteurs, indépendamment de ceux que j'ai signalés, qui sont importants et qui vont faire même qu'à l'intérieur de la France où ça va bien, ça ira mieux, ou de la France où ça va pas bien, ça ira moins bien. Je vais donner un exemple. Si vous prenez la ville de Cholet, peu de gens connaissent beaucoup. Si, moi je connais. Vous connaissez en Vendée, c'est ça? C'est pas une ville magnifique, mais la population est formidable. C'est une ville qui rebondit. C'est une ville qui, quand une industrie disparaît, les fameux mouchoirs, ça y est, il n'y en a plus. Bon, on se met à la chaussure, puis ça ne marche plus. Maintenant, ils sont sur les robots, sur la pâtisserie, etc. C'est-à-dire une ville qui rebondit parce qu'il y a tout un climat, mais aussi parce qu'elle est reliée à Nantes. Et que de Nantes, elle peut accéder au marché international. Même chose si vous prenez Toulouse, où vous avez la présence d'Airbus. Et la présence d'Airbus a permis à des petites entreprises très performantes de mécanique, on appelle ça la mécanique Vallée, c'est au sud de l'Aveyron, et qui, de ce point de vue-là, peuvent exporter via Toulouse leur savoir-faire et leur production. Alors que si vous êtes, j'espère que je ne choquerai personne, mettons une sous-préfecture comme Langres, dans la Haute-Marne. C'est compliqué, vous êtes déjà mal situé dans une zone en dépeuplement, et en plus de ça, si vous avez une production intéressante, par où vous allez passer autrement dit, les questions aussi d'articulation des métropoles sur le marché mondial et avec on disait autrefois Hinterland, avec la région au fond qu'elle contrôle ou qu'elle domine, sont extrêmement importantes. Et c'est, je pense, une des réussites du Nord d'avoir justement su concentrer et ramifier autour de l'île des coopérations qui permettent à de petites industries qui sont éparses d'accéder au marché mondial, alors que c'est beaucoup plus difficile. Je m'excuse pour Xavier Bertrand, mais dans certaines parties de l'Aisne. Alors après, on en vient à une question philosophique presque, c'est-à-dire est-ce qu'en termes d'aménagement du territoire, il faut aider les territoires qui sont en retard ou aider ceux qui sont déjà en pointe? Moi, je pense que vous avez signalé un élément important, c'est la capacité de reconversion d'une industrie en déclin. On peut voir que certaines industries sont vouées à disparaître, mais ont réussi à renaître de leurs cendres
donc en diversifiant, enfin en changeant carrément de secteur de production ou en essayant de se repositionner sur la chaîne de valeur. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Et souvent, on pense les politiques d'aménagement du territoire de manière un peu homogène, c'est-à-dire, on a une politique d'aménagement du territoire qui marche, il faut l'appliquer partout. À mon avis, il faut regarder au cas par cas, c'est-à-dire regarder l'histoire productive du territoire, la spécialisation sectorielle, quelles ressources sont mobilisables sur place, donc quelle est l'éducation des individus, quelle est leur formation, quelles sont les compétences, parce que chaque territoire a des savoir-faire pointus qu'ils utilisent ou pas. Et à partir de là, je pense qu'il y a des très bons exemples de reconversion d'un territoire qui ne dépendent pas forcément de la proximité avec une métropole, en fait. Je pense qu'il y a pas mal d'exemples en France. Je sais pas, si on prend par exemple la commune, la zone d'emploi de Vitré, je pense pas que son dynamisme en matière industrielle, donc c'est un des territoires en France qui a la plus grosse part d'emploi industriel, je pense pas que son dynamisme dépende forcément de la proximité De Rennes, quand même. à la métropole. Rennes n'est pas loin quand même. Rennes n'est pas loin, mais Rennes est beaucoup moins dynamique que Vitré. Et surtout, il y a ça aussi, c'est qu'il y a une relation d'interdépendance, c'est-à-dire qu'on voit toujours le pouvoir qu'a la métropole sur son hinterland, à propager un peu son dynamisme. Mais il y a des études qui montrent, il y a des études de Laurent Davzy et Magali Talandier, qui montrent un territoire périphérique attractif rejaillit aussi sur la métropole et soutient son dynamisme urbain. Donc je ne pense pas qu'il faut tout miser sur la métropole. Oui, non, mais je suis absolument d'accord. Il y a une question de synergie, il y a une question et aussi de laisser, que l'État laisse le plus possible les relations entre la métropole et son territoire se développer. Donc il redonne du pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire, aux régions et aux métropoles. Là, il y a des questions de politique qui sont fortes. Ceci dit, que faire effectivement des régions qui se portent mal? Je crois que c'est un travail de long terme, mais c'est un travail qui passe surtout par l'éducation. C'est le point de départ des gros problèmes, c'est l'éducation. Si le chômage des jeunes est très élevé dans certaines régions, c'est celles où ils ont très peu de diplômes, parce que c'est les sans diplôme qui sont très souvent au chômage. Si les familles sont moins solides dans certaines régions, avec une plus forte proportion de familles monoparentales, c'est parce que le chômage est destructeur des unions et des familles. Donc là-dedans, il y a toute une connexion, et cette connexion, pour la recontrôler, c'est pas de l'aide sociale, c'est de l'aide éducative, et ça prendra, je pense, beaucoup de temps. Ceci dit, il va falloir continuer. Vous avez cité Laurent Davzy, il a montré que la France est assez remarquable sur la redistribution de la valeur ajoutée. C'est que Paris produit beaucoup plus de valeur ajoutée par habitant que le Limousin ou que le Midi-Pyrénées, mais c'est redistribué, et donc ça assure au fond que les différences en France sont moins importantes que d'autres pays, et ça assure aussi une question politique très importante, c'est qu'il n'y a pas de tentative sécessionniste, si je laisse de côté la Corse. En France, la seule région qui pourrait demander à son indépendance en France, parce qu'elle est la plus riche, c'est l'Île-de-France. Il pourrait y avoir un mouvement de libération de l'Île-de-France, c'est peu probable. Il y a une spécificité française dans l'inégalité des territoires, c'est-à-dire qu'elle est moindre qu'ailleurs, c'est ça, on peut conclure là-dessus. Elle est moindre qu'ailleurs parce qu'il y a une solidarité nationale. L'inégalité économique en termes de pauvreté, par exemple, en termes de revenus, mais en termes de mœurs, l'inégalité en France, les différences sont peut-être plus fortes que... Alors, chaque pays se vante des différences qui existent dans un pays, mais comme le montrait bien Fernand Braudel, la France est le seul pays d'Europe où la tradition du Nord et la tradition du Sud se rejoignent. Et c'est deux traditions extrêmement différentes. Ailleurs, elles sont séparées par les Alpes, par les Carpates. Et donc, on est un pays extraordinairement différent. Et c'est pour ça qu'on est un pays extraordinairement centralisateur. Mais ça y est, la France est faite. Donc, il faudrait relâcher, il faudrait permettre à ces différences, cette façon de faire, de s'exprimer. Et ça serait très bon du point de vue productif, je pense. Eugénie, vous voulez terminer? Il nous reste 1 minute. Oui, alors... finalement, on est d'accord, comme avant.
Moi, j'aurais un point à ajouter sur la formation et l'éducation. En effet, je pense que ça ne sert à rien de retenir surtout les jeunes dans des très petits territoires, des petites zones d'emploi sans avenir économique, sans accès à la formation et sans accès à l'emploi. Mais je ne pense pas qu'il faut inciter ces jeunes, il faut les aider à la mobilité, mais je ne pense pas qu'il faut les aider à la mobilité pour tous les pousser vers les métropoles et approfondir ce mouvement de concentration. Mais je pense qu'il faudrait plutôt miser sur l'accès à la formation, à l'emploi dans des zones d'emploi proches qui s'en sortent le moins mal, disons, pour disperser un peu les gains économiques sur le territoire. Et ne pas, et même si les revenus bruts disponibles, même si les inégalités de revenus se réduisent, je pense qu'il y a un gros enjeu quand même à développer le tissu productif des territoires et pas tout miser sur un type d'emploi qui sont les services à haute valeur ajoutée, qui sont concentrés dans une zone. Je pense qu'il ne faut pas tout miser sur ça et que c'est important de stimuler un peu le développement industriel dans les territoires. Voilà. Mais merci beaucoup à tous les deux pour cet échange très intéressant.